Bonjour Ghislain Zoukolo. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur de l'association de protection animale Wellfarm, n'est-ce pas? Initialement appelée Protection mondiale des animaux de ferme et qui a été créée en 1994. Tout à fait. Voilà. Donc Wellfarm est soutenu par 25 000 membres et vous êtes une association que l'on dit réformiste. Tout à fait. Okay. D'après vous, pourriez-vous nous parler du rôle de votre association de défense des animaux et en nous donnant quelques exemples, quelques succès dans votre combat de la protection animale? Ouais. Alors Wellfarm est une association qui, comme son nom l'indique, œuvre pour le bien-être des animaux d'élevage. On est effectivement une association réformiste, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas l'abolition de l'élevage, mais plutôt faire évoluer les pratiques d'élevage, de transport et d'abattage pour qu'elles intègrent davantage le bien-être animal. Wellfarm œuvre en faisant des campagnes pour obtenir de nouvelles réglementations pour le bien-être animal. Je rappelle qu'il n'y a pas de réglementation spécifique pour certaines espèces. Par exemple, les dindes, les vaches laitières n'ont pas de réglementation spécifique. C'est le cas aussi pour les lapins. Mais il existe des réglementations pour les porcs, les poules pondeuses, les poulets de chair. D'autres espèces sont protégées par des réglementations européennes qui sont bien ciblées. Donc nous travaillons pour obtenir de nouvelles réglementations quand c'est nécessaire. Évidemment, quand les réglementations existent, nous travaillons pour faire évoluer ces réglementations parce que c'est des réglementations qui garantissent des normes minimales de bien-être animal. Donc nous, on a souvent à cœur qu'elles évoluent. Les cages en batterie sur un plan légal sont toujours tolérées. Nous, on souhaiterait que la réglementation évolue pour les faire disparaître. Voilà un exemple. Et quand la réglementation existe, il ne suffit pas d'avoir des lois, encore faut-il qu'elles soient bien appliquées. Et c'est malheureusement pas toujours le cas, que ce soit au moment de l'élevage, du transport ou de l'abattage. Donc Wellfarm travaille pour favoriser une meilleure application de la réglementation. Par exemple, nous formons chaque année des gendarmes à la réglementation protégeant les animaux en cours de transport. Nous intervenons dans les escadrons départementaux de sécurité routière qui regroupent les gendarmes qui surveillent les routes et autoroutes. Et on leur explique comment contrôler un camion transportant des animaux, ou on leur explique, ou plutôt on leur fait des rappels de la réglementation parce qu'ils la connaissent mais ils ne la maîtrisent pas aussi bien que nous. Wellfarm travaille aussi pour accompagner les acteurs de l'agroalimentaire, de la distribution ou les éleveurs pour les aider à mieux intégrer le bien-être animal dans leurs pratiques. Et nous avons aussi un département éducation à Wellfarm. Alors l'éducation, ça va de l'école primaire jusqu'à l'école d'ingénieurs agronomes. Parce que pour nous, c'est vraiment important de rencontrer les professionnels ou les futurs professionnels pour casser cette image un peu stéréotype qu'on a du monde de la protection animale, c'est-à-dire que soit on nous qualifie de gens très émotionnels qui ont une approche qui n'est pas très rigoureuse, soit on nous qualifie de gens, on dirait radicales ou extrémistes qui veulent l'abolition de l'élevage. Bien, entre ces deux extrémités, il y a Wellfarm notamment, qui est une association qui essaie d'avoir une approche réformiste avec une approche professionnelle et scientifique. Et puis, pour terminer, Wellfarm a une ferme en Meuse de 44 hectares qui n'est pas une ferme de production, c'est une ferme où on accueille des animaux d'élevage réformés de l'élevage intensif ou qui ont été victimes de mauvais traitements. Et ces animaux terminent leur vie sur notre ferme et ils sont en quelque sorte des ambassadeurs des animaux d'élevage qui souffrent, puisque l'objectif de notre ferme, c'est aussi d'accueillir un maximum de visiteurs pour sensibiliser le grand public à une meilleure connaissance de l'animal de ferme et à une consommation responsable. Par exemple, on a des poules de batterie qui vivent sur la ferme et évidemment, on raconte leur histoire aux gens qui visitent la ferme et on leur dit privilégiez le choix de poules élevées en plein air plutôt que de poules élevées en batterie, puisque elles n'ont pas la chance, toutes les poules n'ont pas la chance d'être récupérées par Wellfarm quand elles sont issues d'un élevage intensif et donc n'ont pas la chance de gambader dans de l'herbe verte. Merci. Beaucoup d'actions, effectivement, en cours, enfin passées, en cours, à venir aussi. Et est-ce que vous avez quelques déceptions dans vos actions? Est-ce que vous avez des regrets par rapport aux actions que vous menez et qui n'aboutissent peut-être pas? Alors, je dois dire qu'évidemment, on trouve toujours que les choses n'avancent pas assez vite. Cela étant dit, je relativiserai ce propos parce que je trouve qu'en 25 ans, on a vu vraiment une prise de conscience énorme apparaître au sein de la société française par rapport aux problématiques de bien-être animal. Et je tiens d'autant plus à le souligner que moi, j'ai cofondé Wellfarm parce qu'il y a 25 ans, le débat sur le bien-être animal, ou plutôt le bien-être des animaux de ferme était
pas inexistant, mais enfin très peu présent en France. Aujourd'hui, on n'en est plus là, heureusement, et c'est vraiment un bel aboutissement pour Wellfarm et pour les autres ONG qui ont œuvré pour que les choses évoluent dans ce sens. Cela étant dit, on le constate encore tous les jours, il y a encore un certain nombre de personnes qui sont soit insensibles au bien-être animal, ou au bien-être de certaines espèces d'élevage, soit elles n'ont pas connaissance de la réalité de certaines pratiques d'élevage. Par exemple, je ne suis pas certain que le grand public sache réellement comment sont élevés les lapins, comment sont élevés les dindes et même les conditions d'élevage des porcs. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des consommateurs pensent que tous les porcs sont élevés sur paille, ce qui n'est pas le cas puisqu'ils sont élevés sur caillebotis pour 95% des porcs. Et ça, c'est une situation qui est regrettable parce que ça montre qu'il faut qu'on continue notre travail d'information. Et puis, un regret que j'ai aussi, c'est comment dirais-je, l'écart qu'il y a entre la préoccupation du grand public pour le bien-être animal et le peu d'intérêt que porte le monde politique à l'égard du bien-être animal et la nécessité de mieux protéger les animaux. Je pense que là, il y a vraiment un travail d'éducation et de sensibilisation à faire dans la classe politique. Il faudrait peut-être être plus présent dans les partis politiques pour éduquer les politiciens par rapport à la nécessité de réfléchir davantage, d'intégrer dans les programmes politiques plus de bien-être animal. Voilà quelques regrets. D'autres regrets, c'est aussi... c'est aussi le constat qu'en France et en Europe, on avance vers une meilleure intégration du bien-être animal. Par contre, évidemment, la population mondiale croît. Le niveau de vie dans les pays émergents croît. Et une des premières choses que veulent faire les gens quand ils accèdent à un meilleur niveau de vie, c'est manger plus de viande. Donc face à ces deux facteurs, on constate qu'il y a un nombre croissant d'animaux qui sont élevés dans le monde. Et bien souvent, ils recommencent les erreurs qu'on a fait nous, ce que moi je qualifierais d'erreurs, c'est-à-dire mettre en place des élevages très intensifs. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas moins en moins d'animaux malmenés, élevés intensivement dans ce monde, il y en a de plus en plus, et notamment des volailles. Ça, c'est vraiment un regret, mais je pense qu'il faut qu'on continue à travailler et puis qu'on essaime dans d'autres pays à travers la planète. Et alors justement, donc, vous aviez fait allusion à d'autres associations en France. Mais donc je vous poserai la question, quels sont vos rapports avec les autres associations de protection animale qui œuvrent comme vous? Est-ce que vous avez une organisation entre associations? Et comme pour poursuivre votre réponse précédente, est-ce que vous avez des relations avec les associations à l'extérieur de la France, en Europe ou à l'international? Alors, en France, il y a une dizaine de grandes associations de protection animale qui sont connues, avec lesquelles Wellfarm échange très régulièrement. Et évidemment, on a conscience que notre voix, elle est plus forte quand on parle tous ensemble avec le même message. Donc, on a des réunions très régulièrement. On se voit régulièrement au ministère de l'Agriculture, que ce soit pour rencontrer les fonctionnaires de la Direction générale de l'alimentation ou parfois le ministre, quand il veut bien nous recevoir. Donc, il y a vraiment un travail en commun, en bonne intelligence, avec les spécificités de chaque association qui font aussi notre richesse, c'est-à-dire qu'il y a des associations généralistes, par exemple la SPA qui travaille sur tous les sujets, mais qui est quand même plus spécialisée sur les chiens et les chats et qui donc va s'appuyer sur des ONG spécialisées comme Wellfarm quand il s'agit de travailler, d'aborder des sujets comme le bien-être des animaux d'élevage. Voilà, et puis il y a des associations très spécialisées dans le secteur même des animaux d'élevage, par exemple l'OABA qui est très spécialisée dans l'abattage. Il faut dire que rien que travailler sur les animaux d'élevage, c'est déjà hyper compliqué parce qu'il y a plusieurs filières différentes, il y a des problématiques au niveau du transport, au niveau de l'élevage, au niveau de l'abattage, et chaque problématique est souvent très très compliquée. Donc c'est bien qu'il y ait une diversité d'associations et une diversité d'acteurs parce que chacun peut se spécialiser dans un créneau et il y a tant à faire. D'accord. Et donc à l'étranger? Alors à l'étranger, nous sommes regroupés au sein d'une fédération qui s'appelle Eurogroupe pour les animaux, Eurogroupe for Animals, qui regroupe quelques associations françaises. Et là, effectivement, avec l'aide de l'ensemble des associations des autres pays européens, on définit en commun des campagnes prioritaires. On s'enrichit là aussi mutuellement parce qu'il y a une vraie expertise, notamment dans les associations de protection animale dans les pays du Nord, où le bien-être animal est un sujet bien plus ancré depuis bien plus longtemps. Donc
ils ont une vraie expertise technique dont on bénéficie et ça nous aide vraiment à avancer. Et évidemment, au niveau français, il faut être unis et au niveau européen, on est plus fort quand toutes les associations de l'Union européenne portent la même voix auprès du Conseil européen des ministres, auprès du Parlement européen ou auprès de la Commission européenne. Et je voudrais revenir sur un point. Donc, dans les relations nombreuses et diversifiées que vous avez avec les acteurs de la société, interpellés par cette question, bien sûr, le premier acteur étant l'éleveur, le producteur. Quels sont les types de rapports que vous avez avec les filières animales et voire aussi avec les distributeurs? Alors pendant longtemps, je serais tenté de dire que les relations avec les filières animales ont été conflictuelles parce que Wild Farm a été fondé en 1994, parce qu'à l'époque, il y avait 12 États membres au sein de l'Union européenne. Il y avait à peu près 5 ou 6 États membres qui étaient plutôt, qu'on qualifierait comme faisant partie des pays du Nord, puis le reste des États membres qui étaient plus latins, pays du Sud qui étaient plutôt opposés aux avancées en faveur du bien-être animal, tandis que les pays du Nord poussaient pour que ça aille plus loin, plus vite. Et souvent, la France, qui est un grand pays, qui a beaucoup de voix au sein de l'Union européenne, enfin surtout quand il y avait que 12 pays, elle freinait et elle bloquait les évolutions. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu créer Wild Farm, c'était pour mettre un peu pression sur l'État français et puis alerter l'opinion publique pour que l'opinion publique interpelle et mette la pression sur l'État français pour qu'il soit plus favorable au bien-être animal. Et à cette époque, je me souviens, les débuts de Wild Farm étaient quand même un peu compliqués. Parce que les éleveurs, comment dirais-je, quand ils ont vu émerger ce débat sur le bien-être animal, avaient plutôt la volonté et tendance à le tourner en dérision, à discréditer nos demandes qui étaient argumentées sur un plan scientifique, et ils produisaient d'autres études scientifiques pour dire « mais non, un veau, c'est très bien dans un box individuel parce que si on met des veaux en groupe, ils vont se marcher sur la queue et sur les pattes. Mais non, mais il faut laisser les poules en cage parce que si on les met en plein air, les poules vont se faire manger par des renards. Et puis quand on leur demande d'appuyer sur un petit bouton, eh ben, elles n'agrandissent pas leur cage, donc c'est qu'elles n'ont pas besoin de plus d'espace. Enfin, voilà, on devait faire face à ce genre de propos qui peuvent sembler un peu des hérésies avec le recul, mais en tout cas, c'était comme ça. Et donc, c'est vrai que voilà, les relations étaient un peu conflictuelles avec le monde de l'élevage ou avec d'autres acteurs qui travaillaient sur les questions agricoles. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que les choses se sont apaisées et bien heureusement, on a des relations beaucoup plus constructives avec le monde de l'élevage. Alors, ce n'est pas toujours facile parce que les éleveurs, ils défendent leurs intérêts, voilà. Et puis, c'est vrai que changer un élevage, faire évoluer un élevage, c'est pas simple parce que c'est des investissements dans le temps. Quand on dit il faut enlever les cages, il faut agrandir l'espace, ben, ça veut dire éventuellement réaménager le bâtiment. Donc, il y a beaucoup de résistance face aux changements que l'on propose. Pour autant, on essaye de travailler avec les éleveurs et beaucoup ils sont enclins à travailler et à échanger avec nous. Donc là, j'ai vraiment senti depuis une dizaine d'années un changement et un basculement dans la relation avec les éleveurs. Alors, je pense que chacun fait un pas vers l'autre. C'est-à-dire que nous aussi, Association de protection animale, on avait peut-être une image un peu très stéréotypée du monde de l'élevage qui était les gros méchants qui ne veulent pas avancer, voilà, sur lesquels il faut taper sur la tête pour qu'ils acceptent de faire ce qu'on leur dit. Voilà, on a compris qu'il y avait des gens disposés à avancer, à aller de l'avant dans le monde de l'élevage. Et de même que les éleveurs se sont rendus compte en nous rencontrant. J'étais il y a 2 jours à une AG d'un groupement d'éleveurs. Et ils se rendent compte en nous rencontrant qu'il y a des associations de protection animale avec lesquelles on peut travailler et avancer ensemble. Et cette prise de conscience des deux côtés permet de faire émerger des projets communs, co-construits. Et ça, c'est que du bonheur pour nous. Et à titre d'exemple, un projet commun actuellement qui se co-construit avec, effectivement, comme vous avez dit, une convergence d'intérêts entre les associations que vous représentez et une filière particulière. Oui, alors un très beau projet, c'est le partenariat qu'on a lié avec la coopérative d'Aussy sur 2 filières, la filière dinde et la filière poule pondeuse. Nous avons lancé une campagne sur les dindes il y a 2-3 ans pour dire les conditions d'élevage sont inacceptables pour les dindes parce qu'il n'y a pas d'accès à l'extérieur, il n'y a pas de lumière naturelle, il y a une vitesse de croissance rapide, il y a 7 dindes par mètre carré, etc. Bon, cette campagne était assez hard. Le groupe d'Aussy a eu l'intelligence de contacter Wild Farm en nous disant « Nous, on aimerait bien comprendre quelles sont vos attentes et on aimerait bien essayer de construire avec vous un autre mode d'élevage ».
Donc on a travaillé ensemble, on a défini qu'il fallait enrichir le milieu pour les dindes, réduire autant que possible la densité, apporter de la lumière naturelle dans les bâtiments, et à défaut de pouvoir donner un accès au jardin d'hiver, à défaut de pouvoir donner un accès au plein air pour les dindes, on a proposé de donner aux dindes un jardin d'hiver. Voilà. Donc Dossi a pris en compte nos demandes. Ils ont construit un élevage prototype, en quelque sorte. D'ailleurs, c'était même le président de la coopérative des éleveurs de dindes de Dossi, de la FECAB, qui a fait un élevage pilote. Et donc, ils ont construit à e-test différentes choses pour enrichir l'environnement avec des matériaux qui permettent aux dindes de picorer, etc. Okay. Et il y a ce magnifique jardin d'hiver qui apporte de la lumière naturelle, qui permet aux dindes d'avoir un environnement différencié par rapport aux bâtiments, etc. Et ce qui m'a fait super plaisir dans ce projet, c'est que le président qui a transformé son élevage, il dit qui ne reviendrait jamais en arrière. Et ça, c'est un point important parce qu'il faut bien souligner que le bien-être animal n'est pas incompatible avec le bien-être d'éleveur. Ça peut l'être. Dans ce cas-là, il faut trouver des compromis acceptables pour les animaux et acceptables pour l'éleveur. Mais bien souvent, le bien-être animal apporte aussi plus de bien-être à l'éleveur parce qu'il se sent mieux. Avec des modes d'élevage innovants où les animaux sont plus heureux, j'ose le mot, même si ce n'est pas très scientifique d'employer ce terme. Ok. Écoutez, merci. Comme dernière question, j'aurais quels sont vos projets, quelle est votre perspective pour la vision un peu à long terme de l'amélioration du bien-être des animaux en élevage? Alors moi je pense qu'il faut changer notre façon de réfléchir et de voir et de penser les choses parce que l'élevage intensif s'est construit en prenant comme point de départ, il y a cette nécessité d'une meilleure productivité, de produire plus, au moindre coût, sur un minimum d'espace. Et on s'est rendu compte que ça posait quelques problèmes pour les animaux, de les placer dans des conditions d'élevage qui sont celles que je viens de décrire. Et donc, pour que les animaux rentrent dans ces petites boîtes, on les a mutilés. On a coupé la queue des cochons, on a épointé les poules, etc. En fait, il faut repenser l'élevage en prenant comme point de départ quels sont les besoins des animaux. Une fois qu'on a défini les besoins des animaux, on construit un élevage qui permet de répondre à ces besoins, tout en prenant en compte les objectifs, les autres enjeux qui sont des enjeux économiques, des enjeux sanitaires, des enjeux de bien-être de l'éleveur. Enfin, on peut environnementaux, mais tout ça n'est pas incompatible, loin de là. On peut concilier toutes ces attentes, toutes ces questions qui, même si elles n'étaient pas des attentes qu'il faut prendre en compte, notamment les aspects éthiques et de bien-être animal, même s'il n'y avait pas d'attente sociétale, on se doit, parce que c'est une question éthique, de la prendre en compte. Il faut repenser l'élevage en ayant cette approche. Et je pense qu'en travaillant ainsi, tout le monde aura à y gagner, le consommateur, l'éleveur, les animaux, enfin, on aura une société qui sera plus belle. Merci beaucoup, Ghislain. À bientôt. À bientôt.